Éveiller les consciences, stimuler l'envie d'agir pour un tourisme à impact positif. Expérientiel est un podcast indépendant qui explore les leviers d'action nécessaires pour repenser le modèle actuel du tourisme et répondre aux défis futurs du secteur. Notre objectif est d'inspirer et de sensibiliser aux pratiques responsables dans le tourisme en partageant des exemples concrets de réussite et de défis à travers l'histoire de femmes et d'hommes visionnaires, engagés, qui partagent leurs recherches, leurs pratiques, leurs solutions, leurs doutes et leurs apprentissages. Ce sont de véritables passeurs d'expérience et de savoir. Pour continuer l'aventure expérientielle, nous avons besoin de votre soutien. C'est très facile. En laissant une note positive sur notre podcast, en partageant sur votre réseau ou en faisant un don sur notre page Tipeee. Allez, sans attendre, je vous invite à vous installer dans un lieu confortable et calme, et pourquoi pas en pleine nature, pour prendre le temps de découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Clément, merci de prendre ce temps pour échanger sur votre initiative qui m'a interpellé. Ma petite planète, un défi environnemental. J'avais envie d'en savoir plus, j'ai regardé un peu le site, etc. Et je me suis dit, tiens, ça serait intéressant de voir comment les acteurs du tourisme, les professionnels du tourisme, pourraient peut-être utiliser votre jeu pour réfléchir quelle transformation pourrait être faite à l'intérieur de l'entreprise. Mais avant tout, Clément, je vais vous proposer de vous présenter, de nous dire ce que vous êtes, qui vous êtes, pardon, et puis d'où vient cette idée d'avoir créé ma petite planète. Voilà. Avec plaisir. Merci beaucoup François pour l'invitation. Donc moi c'est Clément Debosc, j'ai 30 ans, voilà, je viens de Lille. J'ai un parcours assez classique, licence d'économie, école de commerce et majeur en entrepreneuriat. Donc j'étais assez vite intéressé par l'aspect création d'entreprise. Et en fait j'ai fait une année de césure dans une ONG aux Philippines il y a 6-7 ans, qui a été assez transformante pour moi, et donc on pourra peut-être en parler un petit peu, mais j'ai vu aussi là-bas l'impact par exemple du tourisme et des enjeux des pays en voie de développement sur le sujet. Et suite à ça, moi j'ai décidé de dédier un peu ma carrière et mon temps à l'impact, d'abord social, à travers la création d'une première ONG qui s'appelle association qui s'appelle La Fourmilière, qui est une communauté autour du bénévolat et de l'engagement citoyen, qu'on a créé avec des amis que j'ai rencontrés là-bas en rentrant à Paris, avec l'idée de faciliter le passage à l'action dans le milieu associatif, en rendant ça sympa et accessible à tous. Et il y a 3-4 ans, j'ai eu envie de me recentrer sur l'écologie, la protection de la planète et du vivant, parce que je pense que c'est in fine ce qui nous rassemble tous, et c'est ce qu'il y a de plus central, et c'est ce qui permet en fait aux autres problématiques, c'est la condition sine qua non de s'occuper aussi des autres problématiques, parce que la problématique centrale, c'est bien la préservation du vivant sur Terre, à mon sens. Voilà pour qui je suis dans les grandes lignes, et du coup, je suis l'un des 3 cofondateurs avec Christian Nalatambi et Mathilde Hébert, qui sont des bénévoles d'ailleurs que j'ai rencontrés à la Fourmilière. Donc on est les 3 cofondateurs de l'association Ma Petite Planète. Très bien. Moi aussi, j'ai vécu aux Philippines, mais Ah, il y a plus de 20 ans. ok. J'étais directeur de la restauration à l'hôtel intercontinental Makati, Ah, et j'ai eu la chance de me balader aux Philippines et de voir pas mal de choses. Et en effet, c'est un pays fascinant. Les gens sont incroyables. Je veux dire, bon, il y a un niveau d'anglais, il y a une influence américaine, mais il y a aussi une influence espagnole très tout forte à fait. dans leur culture, etc. Et c'est vrai que quand on regarde Manille, ne serait-ce qu'au niveau du transport, au niveau des infrastructures, etc., euh, c'est impressionnant d'un côté, c'est peut-être inquiétant de l'autre, c'est peut-être affolant, etc. Et puis dès qu'on sort de là, eh ben là, on voit non seulement des beaux paysages, mais on voit aussi pas mal de choses qu'on ne voudrait pas voir. Et puis les gens font avec ce qu'ils ont, et il y en a beaucoup qui n'ont pas grand-chose. Alors je voulais savoir de quelle manière les Philippines vous ont influencé, inspiré.
Bah, moi, l'objectif un petit peu, c'était ouais, de sortir de ma zone de confort slash bulle, bah, ici à Paris, d'étudiant, voilà, et du coup de voir comment ça se passe dans les pays émergents avec un autre contexte. Et donc, moi, j'étais finalement dans un endroit à 2 heures au nord de Manille, voilà, dans le Boulacan, qui est la province, qui est voilà plus campagne. Et en fait, j'étais dans un endroit qui s'appelle The Enchanted Farm, qui est tenu par une ONG qui s'appelle Gawat Kalinga, qui est une grosse ONG locale. Et l'idée, c'était, en fait, on habitait avec une vingtaine de volontaires ouais, en fait, dans un village de 400 à 500 habitants. Et on a vécu, bah, personnellement, j'ai vécu 7 mois là-bas. Et donc, bah, le temps de bah, nouer des vrais liens avec bah, la population, de comprendre quels sont un petit peu, ouais, les attentes et les impératifs au quotidien des gens, parce que là-bas, le rapport au temps, en vrai, on réfléchit à 1, 2, 3 jours, parfois une semaine, mais rarement au-delà. Et du coup, ça change totalement notre vision d'occidentaux. On planifie tout à plusieurs années aussi. Et en fait, très concrètement, j'étais bras droit d'une entrepreneur sociale sur place qui lançait un business autour des produits laitiers pour faire en sorte que les Philippines aient leur marque de produits laitiers et arrêtent d'importer le lait d'autres pays et souvent sous forme de poudre avec beaucoup d'additifs à base de lait de Carabao qui sont les buffles d'eau aux Philippines. Donc en fait, c'était un vrai voyage en soi et donc j'ai découvert plein de problématiques et aussi comment on crée une start-up dans un pays émergent. Il y a vraiment d'autres problématiques qu'on n'a pas ici en France. En France, on a des infrastructures, on a un Internet fiable. Enfin, il y a plein de choses qui sont des acquis ici, qui sont pas forcément des acquis là-bas. Et du coup, voilà, ça permet bah, vraiment ouais, de s'ouvrir et de comprendre un petit peu quelles sont les attentes des gens. Et donc, l'objectif, c'était d'inclure les populations locales dans le développement de cette start-up. Voilà. Et de découvrir comment les gens vivaient sur place. Moi, il y a quelque chose qui m'a frappé aux Philippines, c'est le sourire des gens. Je me Mmh. souviens, j'arrivais de Paris et j'arrive aux Philippines, etc. Et ma mère me dit, alors, c'est quoi ta première impression? Et je lui Mmh. avais répondu, c'est bizarre, les gens ici, ils sourient tous. Ils sourient tous. Je ne comprends pas. J'étais choqué, quoi, venant de Paris. Exactement. Et en fait, oui, ça met énormément en perspective, nous, nos soucis, tracas du quotidien où parfois, bah, on le vit pas forcément bien. Les gens là-bas, ils ont quelques euros, dollars, pesos philippins pour vivre par jour. Et ils trouvent la joie dans des choses, je pense, assez simples. Et en fait, il y a beaucoup de catastrophes naturelles, malheureusement, aux Philippines. Et les gens ont une faculté à se reconstruire et à se reconstruire qui est absolument, je pense, bah ouais, enfin, c'est exemplaire, quoi. Enfin, en termes de résilience. Et en effet, bah, voilà, les gens sont très faciles d'accès, très avenants. Donc, je pense qu'on a pas mal aussi, nous, en France, un grand pays du tourisme ouais, à s'inspirer des bonnes pratiques des Philippins. Voilà. Ouais, tout à fait. Ouais, je trouve il y a une relation, il y a un lien social qui est très fort. Moi, je me souviens, j'avais une équipe, je leur disais, voilà le budget pour faire la fête ce soir, et ils s'organisaient et ils restaient dans le budget. Et en plus, ils ont un véritable don pour tout ce qui est chansons, euh, Ah, ok. instruments musicaux, etc., pour s'amuser avec très peu de choses. Et moi qui chante très, très, très mal, eh bien, là, d'un seul coup, on est pris et il y a une joie de vivre. Il y a une joie de vivre. Hein. Ouais. Alors, pourquoi avoir créé Ma Petite Planète? D'où vient l'idée? Mm. Ah, Ma Petite Planète, c'est le fruit de pas mal de réflexions et de constats. Euh, alors déjà, moi, j'étais dans le milieu, enfin, je voyais qu'il y avait des freins au passage de l'action dans le milieu associatif et qu'il fallait rendre ça sympa, sans engagement, facile. Donc, à travers mon expérience avec la fourmilière, ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que bah, moi, j'ai lu pas mal de choses il y a 4 5 ans sur le sujet. Honnêtement, moi, il y a eu plusieurs déclics, hein, il n'y en a pas eu qu'un, mais il y a eu, je pense, la canicule à Paris en juillet 2019, il fait 43 degrés à Paris, on se dit, ok, ce truc-là est amené à s'empirer. Je pense que c'est le sujet dont on devrait tous s'occuper, honnêtement. Enfin, je vois pas ce qu'il y a de plus central que de simplement l'air qu'on respire. Est-ce que c'est respirable? Est-ce qu'on peut aller dehors? Enfin, c'est aussi simple que ça. Donc là, je me suis dit que c'était une immense problématique et qu'on devait être beaucoup plus nombreux sur le sujet à s'en préoccuper. Ensuite, bah, je pense qu'il y a eu un petit peu le côté où bah, ça viendra peu ou pas trop du politique, ou du moins ça a l'air compliqué. Moi, j'ai été assez affecté par la démission et un peu l'abandon de Nicolas Hulot sur le sujet. Voilà, Nicolas Hulot avant ses affaires, bien sûr.
Et après, j'ai lu pas mal de livres, notamment autour des nouveaux récits. Cyril Dion, Petit manuel de résistance contemporaine, qui m'ont amené à me dire que aujourd'hui, ce dont la société a principalement besoin, à mon sens, c'est d'un nouvel horizon et d'un horizon viable et souhaitable autour d'une transition écologique. Parce que le récit commun, il est encore trop centré sur la réussite autour de l'accumulation de l'argent, la consommation, la propriété privée. Et du coup, il faut qu'on change de schéma collectif. Et donc, ma petite planète, c'est à la fois ce constat-là que j'ai fait, mais aussi un autre constat qui est vraiment très personnel de, en fait, ok, je commence il y a 4-5 ans à me mettre en cohérence sur le sujet. Donc, j'étais pas plus écolo que la moyenne, honnêtement. Enfin, je faisais rien de scandaleux, mais j'ai pris énormément, honnêtement, l'avion jusqu'à mes 25 ans. J'ai eu la chance de voyager, justement, voilà, un peu à droite à gauche. J'ai 30 ans aujourd'hui, que ça fait à peu près 4-5 ans que j'ai quasiment pas pris l'avion, très très peu. Enfin, la dernière fois, il y a 3 ans. Euh, et l'idée, c'est que j'ai vu à quel point c'était compliqué avec les manières traditionnelles d'embarquer son entourage sur le sujet, en étant simplement, entre guillemets, informationnel, en disant, bah voilà, le réchauffement climatique, c'est ça, voilà ce qui se passe, etc. Parfois, ça rentre dans une oreille, ça ressort de l'autre, mais il n'y a pas de mise en cohérence, il n'y a pas de passage à l'action. Et parfois, malheureusement, l'écologie, ça vient toucher aux habitudes des gens et aux habitudes un peu profondes. Et du coup, on peut, même sans le vouloir, être moralisateur et parfois vu comme très contraignant. Et du coup, l'idée, c'était de sortir de ce prisme qui, d'après mon expérience, marche pas trop, de moraliser les gens, les contraindre, leur faire, voilà, leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, etc., à plutôt créer une expérience collective et motivante sur le sujet. Et le dernier point qui a fait qu'on a créé Ma Petite Planète, c'est un jeu qui existe, qui s'appelle Mon Petit Gazon, Mon Petit Prono, autour du football. Et en fait, c'est un jeu qui a plusieurs millions de joueurs où chacun peut inviter son entourage et participer à soit vivre une expérience de Ligue 1 ou de Coupe du Monde et faire des petits paris, des petits challenges entre eux. Et c'est un jeu qui m'a beaucoup inspiré par sa mécanique, sa facilité et son côté viral. Et donc, je me suis dit à ce moment-là, s'ils ont réussi à faire un jeu avec plusieurs millions de joueurs autour du football, il n'y a aucune raison pour qu'on n'arrive pas à faire un jeu à terme avec plusieurs millions de joueurs autour de la protection de la planète en s'inspirant un peu de leur mécanique. Voilà. Et du coup, le tout dans le tout, j'ai lancé avec mon entourage en été 2019 une première itération de Ma Petite Planète. Voilà, il y avait à l'époque 20-25 défis. Et en fait, nous, on a prototypé ça sur des Google Sheets. Voilà, une liste de défis, une liste de prénoms. Les gens rentraient dans le Google Sheet, en fait, le nombre de fois où ils avaient fait tel ou tel défi, et il y avait un classement qui se calculait. Tout ça de façon très moche et artisanale au démarrage. Et puis assez rapidement, Mathilde et Christian ont testé avec leur entourage, ont trouvé ça chouette et on a créé l'assaut ensemble en mars 2020. Et donc, en fait, j'ai vu lors de ces premières itérations que quand on mettait les gens en mouvement ensemble, avec un contexte et une date de fin, c'est hyper important d'avoir une date de fin. Je pense pas qu'on puisse motiver les gens sur un an. Le pari de MPP, c'est de créer une expérience et une émotion pendant 3 semaines où les gens se disent j'ai réussi à faire ça pendant 3 semaines parce qu'il y avait un objectif et parce que hyper important, on a une conversation de ligue où on partage les preuves des défis et nos réalisations avec son entourage, qu'on crée une émulation qui fait que les gens se motivent entre un peu à énormément plus que d'habitude grâce à ce challenge de défi écologique. Super. Donc, les thématiques, c'est quoi exactement de ce jeu? Et est-ce que c'est un jeu c'est quelque chose de physique ou est-ce que c'est quelque chose de digital? Ouais. Alors, du coup, je vais vous parler de aujourd'hui, ce que c'est Ma Petite Planète. Aujourd'hui, c'est une soixantaine de défis sur une quinzaine de thématiques à réaliser en 3 semaines. On a, 60-65 défis à impact positif. On a 10-15 actions malus à éviter. Voilà. Et le tout à réaliser en 3 semaines. Et le principe pour les adultes, c'est une fois qu'on réalise un défi, on passe à autre chose. Et donc, les thématiques, c'est très large. Il va y avoir l'alimentation, les déchets, la mobilité, l'énergie, la biodiversité, le fait de monter en compétences, écouter un podcast, le vôtre, d'autres podcasts, le fait d'être militant, voilà, de boycotter certaines marques, d'écrire des propositions à sa mairie, à son entreprise pour transformer, faire évoluer les pratiques. On a des défis sur la gestion de son argent, de son épargne pour la mettre en cohérence avec des engagements des banques qui vont dans le bon sens. Voilà, donc on invite les gens Comment à...
comment vous avez défini justement ces défis? Ouais. Comment vous avez fait ça? Vous avez fait ça entre vous ou vous avez été chercher à l'extérieur des informations? Ouais, la première liste de défis, elle est un petit peu inspirée de Ça commence par moi de Julien Vidal, voilà. Et ensuite, c'est énormément d'itérations avec notre communauté. Nous, à chaque fin d'édition, on demande à notre communauté quelles sont vos nouvelles idées de défis Ma Petite Planète, et on fait des formulaires. Et en fait, les gens, ils ont plein d'idées. Et après, en vrai, dans la vraie vie, on voit qu'il y a des challenges. Voilà, on se dit bah tiens, ça serait pas mal d'inciter les gens à faire ça. Et ensuite, on a à la fois du coup nos salariés, nos bénévoles. Donc aujourd'hui, on est 34 salariés et on a un peu plus de 200 bénévoles dans l'association. Et il y en a plein qui nous proposent des idées de défis. Et ensuite, il y a tout un travail de validation, de rédaction, de sourcing des défis. Parce que c'est pas tout d'écrire un défi. Ensuite, il faut donner des conseils. Il y a toute une catégorie qui s'appelle conseils pour réaliser le défi. Donc, il y a un vrai enjeu à rendre la vie des personnes qui veulent être plus écolo plus facile. Parce qu'aujourd'hui, c'est encore, à mon sens, trop de compliqué, peut-être trop de contraintes sur certains aspects d'être écolo et cohérent. Et donc, nous, on va donner des recommandations. Par exemple, sur le défi autour du gaspillage alimentaire, on va recommander des applications comme Phoenix et Too Good To Go qui permettent de sauver des paniers. On va, par exemple, alors là, si on parle du tourisme, on va mentionner des structures qui permettent de faire du microtourisme, comme la Majak ou Chiloé, qui sont des structures qui permettent de faire vivre l'aventure en bas de chez soi. Donc, on va mentionner certaines structures qui deviennent partenaires et qui vont aussi nous aider à embarquer davantage de gens sur le sujet. Donc voilà, c'est vraiment la co-construction, les défis. Et pour répondre à votre question, donc au début c'était un Google Sheet, voilà, beaucoup d'itérations, on l'a pas mal poussé, on a créé je pense l'un des meilleurs Google Sheets de l'histoire des Google Sheets. Il était à la fin pas mal intuitif, etc., utilisé par plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et on a fait des belles rencontres, et notamment plusieurs développeurs qui ont en vrai au début vraiment bénévolement prototypé l'application Ma Petite Planète. Et du coup maintenant en fait on a 2 applications qui sont je pense d'un très bon niveau. Vous pouvez aller voir sur les stores, les notes parlent d'elles-mêmes. On est entre 4,4 et 4,8, 4,4 pour le scolaire et 4,8 pour les adultes. Et du coup, l'idée, c'est que on a une application à destination de toutes les personnes qui veulent jouer avec leur famille, leurs amis ou leurs collègues dans le cadre de challenge / team building en entreprise. Voilà, donc ça c'est la partie adulte. Et ensuite, on a un autre projet dont je pourrais vous parler, c'est Ma Petite Planète scolaire, qui est une application à destination de tous les enseignants de la maternelle au lycée pour faire vivre le challenge Ma Petite Planète à leurs élèves. Et donc là, c'est une application pour les enseignants qui déploient au sein de leur classe. C'est intéressant par rapport au scolaire. Dernièrement, parce que de temps en temps, j'enseigne dans des écoles de tourisme et on avait réfléchi justement par rapport à cette transition écologique qui est nécessaire. Qu'est-ce qui étaient les 3 grandes thématiques qui étaient importantes? Et l'une était justement l'éducation. Ouais. Et ces jeunes avaient réfléchi en disant, ben voilà, il faut vraiment parler de l'écologie personnelle, comme l'écologie de la planète et de l'humanité, mais de commencer à en parler dès le plus jeune âge et que ça ne soit pas un sujet tabou, mais que ça soit quelque chose qui fait partie de la normalité, entre guillemets. Et je trouve que c'est intéressant et c'est très bien aussi qu'il y ait un jeu pour les scolaires. En plus, je trouve que à chaque fois que j'ai fait des animations dans des écoles primaires, eh bien, c'est incroyable, je veux dire, le retour qu'on peut avoir de ces enfants qui sont sans filtre, qui sont très cash et qui ressentent aussi les choses d'une manière beaucoup plus cohérente que la nôtre, parfois, nous, dans le monde adulte. Ouais. Ce qui est génial, il y a plein de choses qui sont géniales de travailler, de sensibiliser, de les prendre dès le plus jeune âge. En effet, la première, c'est qu'ils n'ont pas tout le prisme de la société tel que nous, on l'a accumulé d'année en année. Voilà, et je pense qu'au plus, à partir de 50 ans, je pense que c'est d'autant plus difficile de changer ses habitudes que ça a été ancré assez profondément depuis des dizaines et dizaines d'années. En vrai, la génération des 50 ans et plus, ils ont vécu quand même un moment, une sorte de où la consommation était très je pense valorisée, etc., socialement, et qu'il n'y avait pas de problème ressources. Moi j'appelle ça un peu, c'était open bar, quoi. Vraiment les gens se mettaient aucune limite, il n'y avait pas cette réflexion là. Et donc là on arrive dans un monde où les ressources sont maintenant contraintes et finies. Et du coup c'est un changement de mentalité qu'il faut avoir. Et du coup ce qui est génial avec les élèves, déjà ils peuvent comprendre ça plus tôt, et en vrai c'est du bon sens.
c'est lunaire qu'on ait cru à un moment qu'on pouvait avoir une croissance économique infinie dans un monde avec des ressources finies. Ça, c'était une croyance commune, mais avec le recul, un enfant de 5 ans pourrait très bien vous dire, mais ça n'a pas de sens. On voit bien que la planète, elle est finie. Bref. Donc ça, c'est la première chose, c'est en termes de croyance. Ensuite, ce qui est génial, c'est beaucoup plus facile pour eux de prendre des bonnes habitudes parce qu'ils n'ont pas tous ces, voilà. Et donc, une fois, de faire attention au plastique, de potentiellement, même jeune, commencer à avoir une alimentation beaucoup plus végétale, se mettre au vélo très jeune, prendre ses habitudes son rapport au vivant, être émerveillé, réapprendre à être émerveillé de la faune et de la flore. Ça, c'est quelque chose alors, ma génération, c'est moyen, peut-être celle d'au-dessus, c'est encore plus compliqué, mais il y a une vraie déconnexion. Et nous, dans le jeu Ma Petite Planète, et j'ai oublié d'en parler, il y a une catégorie qui est hyper centrale, c'est la biodiversité. S'émerveiller du vivant. Prendre des photos. Un défi, c'est prendre une photo d'un paysage magnifique et le partager dans sa conversation de ligue. Prendre une photo d'une belle fleur, la mentionner, citer son espèce et la partager, etc. Pareil avec les animaux qu'on trouve un peu exceptionnels. Voilà, donc il y a toute une catégorie comme ça. Et il y a un troisième point qui est hyper structurant, à mon avis, dans MPP scolaire, c'est qu'il n'y a aucun, à mon sens, message plus fort qu'un enfant qui dit à ses parents pourquoi on fait pas ça ou pourquoi on n'est pas plus écolo chez nous. Parce que le gouvernement aura beau dire tout ce qu'il veut, un message du gouvernement, c'est pas forcément très bien perçu, d'autant plus qu'il n'est pas exemplaire sur le sujet. En revanche, un message de la personne qui a priori en aime le plus, on se dit, ok, pour mes enfants, je suis prêt à faire l'extra mile et à, par exemple, arrêter les bouteilles en plastique. Voilà. Alors que c'est une habitude ancrée, mais voilà, mon enfant me le demande, c'est important pour lui, je fais le mile. Et donc, je fais ce passage-là. Donc, nous, en fait, on ramène, parce que MPP scolaire, ça se joue à la fois en classe, à la fois en pleine nature, mais aussi à la maison. Et donc, on incite les enfants à cuisiner végétal ou des légumes, des fruits, des légumes, par exemple, inconnus ou peu connus avec leurs parents, à redécouvrir les légumes. On va inciter les parents et les enfants à faire des soirées jeux de société plutôt que des soirées écran. Et donc, on invite les parents aussi à s'embarquer dans l'aventure et à questionner leurs habitudes. Et donc, les enfants, ils sont porteurs de ce message-là et c'est, à mon avis, assez puissant. Ouais, moi, je l'ai vécu, la puissance. J'avais fait avec une scientifique qui était partie en Antarctique un programme dans l'école primaire de mon village. Super. Et elle était venue, ils avaient fait des travaux, ils avaient fait des propositions, etc. Et après, quand je me baladais dans le village, je me faisais interpeller par les parents en disant, écoute François, tu nous as mis dans le caca aujourd'hui. Non. Je dis, comment ça? Bah ouais, maintenant j'ai mon gamin qui me dit, papa fais pas ci, maman fais pas ça, Ouais. maman pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça? Non. Et j'ai trouvé ça génial, quoi. Mais c'est tant mieux, c'est tant mieux. Mais du coup, bon, c'est peut-être un petit peu dur, mais dans le fond, ils sont contents de le faire. Et une fois que c'est fait, ils sont contents et fiers. Exactement. Et c'est important de mettre les gens en cohérence sur le sujet. Il y a un vrai enjeu à rendre les gens fiers d'être écolo et d'être cohérents. Et du coup, nous, c'est à travers la gamification qu'on va valoriser ça aussi. Ouais. Imaginez. Ouais. Super. Alors, dans ce jeu, il y a pas seulement des défis, il y a aussi le passage à l'action. J'aimerais que vous m'expliquiez comment justement ce jeu permet de passer à l'action, ok? Et puis de nous donner aussi quelques exemples concrets que vous avez pu observer. Ouais. Alors, je dirais le métrique, le chiffre principal de l'association, c'est le nombre de défis bonus réalisés pour la planète. Donc aujourd'hui, et en vrai, avec le recul, c'est quand même une belle réussite. On est à 3,4 millions de défis réalisés par notre communauté qui est constituée de 256 000 personnes, un peu plus de 100 000 adultes et 150 000 élèves, grosso modo. C'est tout? Ouais. Mais ce n'est qu'un début. Mais c'est tout pour le moment, en effet. Et du coup, bon, voilà, nous, on pense que et c'est aussi pour ça qu'on rend l'écologie et on événementialise nos éditions. On veut que les personnes voient l'impact collectif. Et donc, quand on parle de dizaines, centaines de milliers de défis, là, ça devient concret et l'impact est assez tangible. Ouais, du coup, en effet, MPP favorise le passage à l'action parce que nous, on va lister plein de défis qui sont accessibles. Normalement, c'est bien rédigé. Donc, les gens savent très précisément ce qu'ils doivent faire dans la vraie vie pour réaliser le défi. Voilà, donc, je vais donner quelques exemples de défis donc, pour les adultes. Donc, ça va être, par exemple, 0 objet neuf pendant 3 semaines. Et donc, les gens vont se mettre, entre guillemets, cette contrainte
mais qui est pas vraiment une contrainte, qui est vraiment une opportunité de se dire, OK, et si pendant 3 semaines, j'essayais de trouver des solutions pour ne pas acheter neuf? Et donc, bah forcément, on peut faire du troc, on peut faire de la seconde main, on peut acheter en fripe. Voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, on peut rechallenger son besoin, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Voilà, donc il y a la méthode Bisou que vous connaissez peut-être pour savoir s'il faut vraiment acheter un objet neuf ou s'il y a des solutions. Donc voilà, ça c'est un exemple. On va inviter les gens, voilà, à par exemple changer de banque pour une banque plus cohérente sur le sujet, parce que son argent a un impact s'il permet de financer certains projets de certaines banques qui ne sont pas cohérentes avec les enjeux écologiques. On va inciter les gens à monter en compétences, donc lire des livres, écouter des podcasts, faire des MOOC sur le sujet. On va inciter les gens à faire des semaines de vélo taf, donc prendre le vélo plutôt que la voiture par exemple, et ça le tenir pendant une semaine, ou faire au moins 20 km à vélo pendant une journée pour remettre les gens au vélo. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se mettent des barrières mentales sur le vélo, ils se disent je suis pas capable, etc. Et en fait non, il faut, voilà. Donc on a des objectifs très concrets. Et après sur l'alimentation, qui est quand même hyper centrale en écologie, bah on va prendre les gens un peu main dans la main et on va leur dire OK, on a un défi à niveau, on va vous inviter à faire d'abord une semaine flexitarienne, puis si vous êtes partant, une semaine complète végétarienne, puis 3 semaines végétariennes, puis 3 semaines végétariennes, dont une semaine végane. Donc ce niveau est quand même assez engageant. Et nous, il y a la moitié des gens qui se lancent sur une semaine flexitarienne et il y a un tiers des gens qui se lancent sur une semaine complète végétarienne. Et donc ça, ce qui est génial, c'est qu'une fois que les gens ils ont fait une semaine végétarienne, ça veut dire que dans les faits et dans le temps, ils sont capables de réduire parce qu'ils se sont montrés à eux que c'était possible. Voilà, donc on va mettre en place à la fois des choses très ponctuelles, faire un ramassage de déchets, un Fill the Bottle Challenge, mais aussi très structurantes, rejoindre une AMAP, Association de maintien de l'agriculture paysanne, changer de banque, ça peut être changer de fournisseur d'énergie potentiellement, ça peut être qu'est-ce qu'il y a comme autre défi très structurant, je sais pas, ouais, s'engager dans une association, etc., qui font que dans la durée, il y a des défis qui ont de l'impact aussi, quoi. Donc là, ce qui est intéressant dans votre jeu, c'est qu'à travers ces défis, vous parliez tout à l'heure de développer de nouveaux récits. Les gens, d'une certaine manière, sont en train d'écrire, en répondant à ces défis, des nouveaux récits qui sont cohérents pour eux. Tout à fait. Tout à fait. On a d'ailleurs un défi qui s'appelle Transition 2050. On va inviter notre communauté à imaginer un monde souhaitable où ils s'y verraient bien vivre en 2050 avec les contraintes écologiques actuelles, en se disant ok, aujourd'hui on vit comme ça, en 2050 on pourrait vivre comme ça et de façon heureuse. Voici les conditions et voici comment je me projette. Et donc il y a un exercice aussi de projection qui est hyper important, parce que si les gens ne voient pas un horizon viable et souhaitable, ça va être difficile de les embarquer. Donc typiquement, et avec Ma Petite Planète, on re-challenge plein de choses de l'existant pour essayer d'emmener massivement du monde vers ces récits souhaitables. Donc un tel jeu pourrait faire entièrement ressource pour des entreprises qui sont acteurs du tourisme, pour justement questionner, voir quelles évolutions ils peuvent faire d'une manière quand même assez sympathique et agréable, pas dans la violence, entre guillemets, mais dans quelque chose d'assez convivial. Ensuite, c'est aussi une opportunité de rassembler ces équipes, d'écouter un peu ce que chacun d'entre eux ont quelque chose à dire sur ce sujet, et peut-être aussi d'apprendre des uns et des autres, non ? Tout à fait. Et en fait, l'histoire de MPP, ça s'est construit comme ça. En fait, nous, au début, on a démarré avec le grand public. Donc, nous, on est une association loi 1901. Notre mission, c'est sensibiliser et faire passer à l'action un maximum de monde pour la préservation de la planète et du vivant. Ok, notre approche, c'est le challenge de défi écologique. En fait, on a commencé avec nos cercles, c'est-à-dire nos amis, nos familles, mais on a vu assez rapidement, et ça, c'est une grande chance pour l'association, il y a des gens qui nous ont dit, tiens, ce jeu, j'aime bien, j'aimerais le proposer dans ma boîte ou avec mes collègues. Et donc, au début, on a laissé faire et on a compris un petit peu, en fait, à quels besoins on répondait, et c'est une excellente nouvelle, mais on répond à plein de besoins des boîtes, des besoins en termes forcément de RSE. Ils ont toute une politique RSE, ils veulent avancer sur le sujet, donc de sensibilisation et de formation des gens sur le sujet.
un besoin RH de team building. Alors nous, on s'est lancé quasiment pendant le Covid. Et donc, pendant le Covid, on était en plus hyper approprié parce que faisable un peu à distance, en différé, etc. Et du coup, il y avait forcément les gens aujourd'hui en entreprise ont besoin de se parler et de pas être silotés à leur poste. Et donc nous, on offre une belle occasion de parler autre chose que du boulot pendant 3 semaines. Et donc c'est vécu et vu comme un team building, de mieux connaître ses collègues. Les gens partagent aussi ce qu'ils font. Enfin, ça les rapproche parce qu'ils partagent aussi un petit peu de leur vie quotidienne. Ils font des défis ensemble, etc. Et puis après, aujourd'hui, toutes les boîtes ont besoin de communiquer sur leurs avancements sur le sujet. Et donc nous, on a un outil clé en main où elles peuvent valoriser leur nombre de défis, leur nombre de personnes sensibilisées et passées à l'action et des empreintes eau, déchets, carbone et temps de formation liés à leur participation sur le challenge. Donc, en gros, on est sur le marché des team building à impact environnemental avec le jeu. Et donc, peut-être pour répondre plus à votre question, oui, les acteurs du tourisme, ça me semble pertinent dans la mesure où ils sont sur enfin, actuellement, c'est quand même, alors mais peut-être vous avez mieux le chiffre que moi, c'est entre 5 et 10% des émissions mondiales de CO2, le tourisme, je sais plus. Oui, mondial, c'est 11%. En C'est même- France, c'est 11%. D'accord, en France, c'est 11%, donc c'est clairement pas négligeable et c'est même conséquent. Donc, bien sûr que les acteurs du tourisme ont un rôle à jouer et je pense qu'ils ont encore des grosses marges de manœuvre pour progresser. C'est central puisque le fait de faire venir des gens sur place, ça implique plein de choses en termes de gestion de l'eau, des déchets, Transport, les ouais. transports, l'alimentation sur place. Donc, c'est plein de thématiques que vous retrouverez dans le challenge MapTipNet. Il y a aussi une notion liée au bâtiment, à la gestion de l'énergie, au fait de peut-être il y a un enjeu aujourd'hui à rénover plutôt que de construire et artificialiser des nouveaux espaces. Il y a des enjeux de bâtiments durables où on intègre aussi peut-être de la végétation. Il y a des enjeux de végétalisation des toits, des espaces pour être plus résilient face aux futures problématiques de forte température. Donc c'est vraiment à mon sens au centre de beaucoup de choses. Et, et bien sûr qu'il va falloir réinventer la façon dont on voyage et on consomme le voyage. Et donc, nous, il y a une thématique mobilité chez MPP, donc on va inciter davantage les gens à partir en transport en commun, idéalement en train, sinon en bus ou en covoiturage. On va inviter les gens à voyager potentiellement aussi moins loin ou à voyager plus longtemps pour que ça soit plus rentable d'un point de vue écologique. Voilà. Et après, aux acteurs de tourisme, peut-être aussi d'avoir une approche plus locale dans leur clientèle. Est-ce que c'est logique aujourd'hui de faire venir quelqu'un du bout du monde pour venir chez soi alors qu'il y a peut-être plein de gens autour que ça pourrait intéresser. Donc ça va dans les deux sens. Il y a les actions forcément du touriste, du consommateur, mais aussi les incitations et les bons messages de la part des hôteliers, quoi. Voilà, des Super. hôteliers ou des agences de voyage. Merci. Une dernière question qui n'a rien à voir avec ma petite planète ou le tourisme. Optimiste ou pessimiste? Alors je sais plus qui disait ça, mais je pense qu'il est un peu trop tard pour être pessimiste. En vrai, oui, les faits sont là et on n'arrêtera pas le dérèglement climatique euh, et l'extinction de la biodiversité dans une certaine mesure, mais tout se joue dans une certaine mesure. C'est-à-dire, est-ce qu'il vaut mieux vivre dans un monde à 2 ou 2,5 degrés ou dans un monde à 5 ou 6 degrés? Ça n'a rien à voir. On peut, je pense, encore être heureux et avoir une société qui tient à peu près dans une société à 2, 2,5, ce qui serait à peu près le minimum atteignable aujourd'hui. En revanche, dans un monde à 5 ou 6 degrés, honnêtement, ce serait très très ambitieux de dire qu'on peut être optimiste de vivre en société dans un monde comme ça. Donc ça, je pense que c'est pour ça aujourd'hui que moi je me bats et je suis prêt à me battre et à faire l'extra mile tous les jours parce que je pense que toute action est bonne à prendre et toute personne qu'on embarque est bonne à prendre aussi. Il va falloir honnêtement qu'on soit non pas des dizaines ou des centaines de milliers, mais plutôt des dizaines de millions sur le sujet. Donc, il faut embarquer massivement la société dessus. Donc, on parle des Français, mais il n'y a pas que les Français. Chacun a sa part de responsabilité. Les pays développés en ont plus que les autres. Euh, après, moi, profondément, j'ai fait honnêtement un peu ma phase de deuil. Voilà, enfin, je pense que le monde sera plus jamais comme avant, tel que je l'ai vécu pendant mon enfance et peut-être pendant la tienne aussi, François. Après, je pense qu'il faut, enfin, voilà, on est tous sur notre belle petite planète et il faut quand même, malgré tout, vivre, enfin, trouver des moyens de vivre ensemble de façon,
apaisé, fraternel, même dans un monde qui sera contraint, compliqué, où il y aura peut-être des tensions. Et donc, nous, on veut participer avec Ma Petite Planète à la création de ce récit qui est motivant. Et il y a un vrai enjeu à rendre l'écologie motivante. Nous, on veut rendre l'écologie sexy et motivante, que les gens se disent c'est stylé d'être écolo. Et donc, il faut que on passe de la norme à tiens, c'est stylé, j'ai un SUV, à c'est stylé, j'ai plus de voiture chez moi, j'en ai pas besoin. Et donc, je réinvente totalement la façon de me déplacer, par exemple. Et du coup, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je suis heureux et content de voir les gens que Ma Petite Planète embarque. Et donc, aujourd'hui, c'est quand même 250 000 personnes, donc c'est chouette. Et je pense honnêtement demain que ça sera plusieurs millions. Donc, il faut nous laisser un tout petit peu de temps, mais nous, on va essayer d'aller le plus vite possible, honnêtement, parce que c'est important. Mais je vois quand même plein d'initiatives vraiment fleurir, grandir, monter à l'échelle. Plein de nos partenaires, on a une centaine de partenaires. Il y en a plein qui n'existaient pas il y a 3 ou 5 ans et qui aujourd'hui commencent à avoir des vrais impacts. Donc, moi, le message que je veux faire passer, c'est, le message qui est tout est perdu, ça ne sert plus à rien. Je trouve ça vraiment stupide, pas du tout constructif. Voilà. Donc, c'est trop tard pour qu'il se passe rien de grave et il se passera des catastrophes naturelles et peut-être des déplacements importants de population, etc. Donc, à nous de réinventer la façon dont on accueille les gens, dont on vit ensemble et qu'on limite au maximum les causes pour que les conséquences soient les moins graves possibles, quoi. Voilà. Et je pense que, je sais pas, j'ai un vrai truc en moi qui, depuis que je suis cohérent et écolo sur le sujet, je suis peut-être plus épanoui, plus heureux. Et donc, je pense qu'on peut rendre aussi les gens plus heureux, en fait, à travers la mission de Ma Petite Planète, quoi. Voilà. Et on le voit dans les conversations de ligue, les gens se rapprochent d'autres gens, mettent en place des choses dont ils sont fiers. Et puis, ils sont du bon côté, je pense aussi, peut-être quelque part de l'histoire. Et je pense que c'est valorisant, quoi. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, Clément, et bravo pour Ma Petite Planète. C'est vrai qu'elle n'est pas si grande que ça, même si c'est facile d'en faire le tour en avion aujourd'hui. Ouais. Elle n'est pas si grande que ça et on a besoin de la préserver. Et ça va au-delà d'une question d'écologie, c'est une question de santé pour tous et aussi bien et qu'on fait tous partie du monde vivant. Notre corps est un monde vivant. C'est pas juste moi. Il y a tellement de particules, de cellules, de bactéries qui permettent justement, qui me permettent d'exister en tant qu'être humain. Et donc, on a besoin de préserver tout ça si on veut continuer à exister. Bravo, merci beaucoup. Au plaisir de se retrouver et pourquoi pas un jour d'essayer justement le jeu de Ma Petite Planète. Avec plaisir. Et du coup, j'invite tous les auditeurs concrètement, si vous voulez, à télécharger l'application qui est disponible sur les stores et à rejoindre la prochaine édition du challenge qui vous conviendra et à embarquer votre entourage. Donc, ça peut être vos amis, votre famille ou mettre en place le team building avec vos collègues en entreprise si ça vous intéresse. Voilà. Merci François et puis bonne chance à tous. Voilà. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode vous a été enrichissant et que nous avons pu semer des graines d'inspiration et d'action pour vous accompagner dans votre démarche vers un tourisme à impact positif. Pour rester au courant de toutes nos dernières actualités, suivez-nous sur notre page expérientielle sur LinkedIn, Instagram ou Facebook. À bientôt sur Expérientiel, le podcast du tourisme positif.